Alexis Loiguen, bonjour. Vous êtes Bonjour. un auteur prolifique et nous vous connaissons comme étant l'une des figures remarquables de la littérature de Bretagne. Et ce que l'on connaît de vous, ce sont notamment vos écrits sur la nature, mais aussi sur les villes. Oui. Oui. Et ce que l'on retrouve beaucoup dans ces écrits, c'est un rapport au paysage. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, en fait, moi, je me suis d'abord intéressé à la nature sauvage depuis tout petit, et c'est lié à mon enfance en Nouvelle-Calédonie, en grande partie. Je suis né en Bretagne, mais je suis allé, enfin, mes parents sont allés en Nouvelle-Calédonie quand j'avais 5 ans, et je suis revenu, j'avais 9, 10 ans, et en Bretagne, donc à Brest. Et ce séjour-là m'a totalement aiguillé vers un intérêt pour la nature. Un intérêt qui s'est transporté ensuite vers l'écriture, en fait, l'écriture de nature, l'écriture de paysages et l'intérêt pour les animaux sauvages. Donc en français, bon, le mot paysage, étymologiquement, ça vient de pays, donc c'est totalement lié à la campagne, à la nature, à quelque chose avec un horizon, des arbres, etc. Mais si on prend d'autres langues, on s'aperçoit que la ville est aussi, dans les mots même, dans la structure des mots, dans l'étymologie des mots, euh, est aussi considérée comme un paysage. Et donc, c'est sans doute pour ça, tout à fait involontairement, que je suis passé très naturellement, si j'ose dire, de l'écriture sur les paysages naturels à l'écriture sur les grandes villes. D'autant plus que ensuite, dans mon parcours, j'ai vécu 18 ans en Amérique du Nord, à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais le travail que je faisais m'amenait sans arrêt à parcourir des grandes villes américaines et canadiennes. Et là, j'ai quand même écrit 3 livres sur la découverte de ces villes, en fait, qui ne sont pas des livres extrêmement, enfin, ce ne sont pas des livres touristiques, sont vraiment des livres de premières impressions, de découverte véritablement à travers les mots, à travers les impressions, à travers les émotions. Et donc, en fait, ce que j'écris, c'est bon, les gens quelquefois me cataloguent comme poète. C'est une sorte de littérature qui est intermédiaire entre la prose poétique et le récit de voyage. Donc, il y a un peu des deux. Et donc, il n'y a pas de vers, hein. C'est une forme de poésie en dehors des vers. Et autrement, c'est aussi une littérature en dehors de la fiction, totalement hors fiction. C'est donc uniquement des choses vues. Et ce dont je parle, c'est uniquement des choses que j'ai vécues, que j'ai observées et que j'essaye de rendre avec la plus grande précision, sans affabuler, même si, évidemment, l'émotion fait que plein de choses se bousculent dans la tête, et aussi bien dans la mienne que dans celle du lecteur, je pense, enfin j'espère, et que ça ouvre des horizons, hein, imaginaires, mais le point de départ est toujours réel, est toujours précis, presque hyper réaliste. Donc ce rapport au paysage et ce rapport en fait au cheminement, est-ce que ça vous amène à une conception plus particulière de l'espace dans votre conception du métier d'écrivain et de l'acte d'écrire? Oui, ben, certainement, puisque de toute façon, j'écris dehors. J'écris toujours dehors. Que j'écrive dans un paysage naturel comme des marais, des montagnes, la mer, ou que j'écrive dans les villes, j'écris dehors. Dans les villes, ça se passe dans la rue, en fait, avec un contact avec les gens qui sont là. Et donc, il y a 2 manières d'habiter un espace d'un point de vue littéraire, c'est soit de le parcourir, et donc il m'est arrivé en Écosse ou ailleurs, ou dans le Grand Nord, enfin, canadien, de parcourir des espaces immenses, et là on s'arrête et on écrit par moment, on écrit quand il se passe quelque chose, ou quand quelque chose nous frappe. Donc on parcourt l'espace, c'est une sorte de, comment dire, de quête, hein. Et par moment, on s'arrête et on écrit ce qu'on a vu quand il se passe quelque chose, parce que quand on pose des questions au paysage, il finit toujours par nous répondre. Quand on est aux aguets, il y a toujours quelque chose d'intéressant qui traverse l'horizon à un moment. Et la deuxième manière de procéder, c'est l'affût. C'est-à-dire que ça consiste à se poser quelque part, de manière visible ou invisible, quelquefois totalement camouflée, mais si on ne bouge pas, de toute façon, on,
on est assimilé à quelque chose d'inerte au bout d'un moment par les animaux, par exemple. Et de ce point fixe, eh bien, on va décrire tout ce qui se passe autour de nous. Alors, ça demande une longue patience, mais c'est extrêmement intéressant parce que on rejoint là quelque chose qui est de l'ordre du voyage immobile et tout se met à bouger autour de nous, tout s'anime parce que il y a de la vie autour de nous. Bon, ils vont pas attendre 107 ans qu'on reparte. Donc, au bout d'un moment, si les animaux qui nous ont un petit peu observés avec méfiance au début considèrent qu'on n'est pas dangereux, ben, ils vivent leur vie. Et donc là, on peut aussi faire des observations. Donc, ce sont les. Alors, c'est très curieux ce que je dis parce que d'une certaine façon, ça fait penser à deux techniques qui sont celles de la chasse. Cette écriture que je pratique, c'est une forme de chasse sublimée en fait. Moi, je suis totalement contre le fait de tuer des animaux, surtout par plaisir, mais l'écriture est aussi un outil de préhension. Et on saisit des choses avec les mots, on saisit des choses avec les catégories du langage, avec la pensée, et finalement, on, on, on fait, on importe tout cela sur la page. Et, et au lieu de ramener un animal, ce qui est quand même un peu dommage, surtout par les temps qui courent, eh bien, on ramène un texte. Alors, il peut arriver aussi qu'on rentre bredouille, mais d'une certaine façon, si on attend suffisamment longtemps, comme je le disais, il se passe toujours quelque chose. Et ce rapport à, au vivant, cette manière d'être au monde que vous avez qui est particulière et qui se joue notamment dans la création et l'écriture, est-ce que vous y voyez là un acte de témoignage et un engagement? Et comment le concevez-vous et comment vous le voyez comme rapport aussi pour et avec les autres humains, la communauté du vivant Oui, euh, oui, mais absolument. Bah, de toute façon, déjà, au départ, moi, je considère que le fait d'être en vie, le fait de se parler, par exemple, est un miracle. Bon, je veux dire que la grande inégalité, c'est malheureusement entre les vivants et les morts. Et on a la chance d'être du bon côté pour l'instant. Donc, tout ce qui m'entoure, enfin, et tout ce qui nous entoure devrait nous enchanter. Bon, il y a des gens qui passent leur temps à râler, mais moi, je passe mon temps à m'émerveiller et j'aimerais que euh, autour de moi, enfin, peut-être en donnant un petit coup de pouce par l'écriture, justement, cet émerveillement soit contagieux en quelque sorte. Et je sais que beaucoup de gens, beaucoup de lecteurs, c'est pour ça qu'on lit, c'est pour ça qu'on va au cinéma, qu'on écoute de la musique, on cherche l'émerveillement. Et donc, on cherche à se connecter comme ça à la vie et à aimer la vie, et du coup, par le biais de cet amour de la vie, à protéger euh, tout ce qui nous donne du bonheur. Et entre autres, la nature, les autres êtres vivants, enfin les autres personnes, bien sûr, aimer les gens, mais aussi aimer les êtres vivants, même les plus improbables. Et la meilleure manière de les aimer, de les découvrir, c'est de les connaître, enfin, c'est de faire une recherche, et, soit directe, soit personnelle, soit par le biais de la lecture. Et donc, et l'engagement, il est là. C'est pas un engagement, c'est un engagement politique, certes, mais indirect, très indirect. C'est par le biais de la description et de l'exploration d'autres espèces vivantes que j'essaie de les faire exister aux yeux de nos contemporains. Bon, avec beaucoup d'autres personnes, hein, je ne suis pas le seul, bien sûr. Et donc, c'est important, surtout en ce moment, parce qu'en ce moment, on est en train de perdre des trésors, mais et quand on s'en apercevra, ça risque d'être un peu tard, je pense. Donc, il est plus que temps de réagir. oui, on protège ce que l'on connaît et, Oui, est-ce que l'on aime? et, et, et justement le fait de d'écrire sur notamment des espèces animales ou des paysages qui, à l'heure du réchauffement climatique, sont amenés ou peut-être déjà disparus. Quel rapport cela vous fait entretenir avec le temps dans vos œuvres?
La question du temps, elle est capitale d'une manière générale dans l'art, hein. Mais en ce qui concerne la littérature, c'est très curieux parce qu'en fait, c'est une reformulation du temps. Soit on le comprime, soit on l'étire. Comprimer le temps, ça consiste à choisir dans une journée, bon, tout le monde le fait, enfin je veux dire, euh, les romanciers le font aussi, encore plus nettement peut-être que les poètes, euh, ça consiste à choisir ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on sélectionne et on fait un montage au sens presque cinématographique des moments les plus intéressants, les plus frappants, les plus passionnants de notre journée. On ne parle pas de tout, hein. Donc, donc c'est une sorte de sélection et de mise en scène, de mise en forme de quelque chose. Donc là, il y a une forme de compression de ce qui, dans une journée, est intéressant. Et à l'inverse, quand on a trouvé quelque chose d'intéressant, quand on a saisi quelque chose qui nous passionne, qui nous bouleverse, etc., on va essayer d'étirer le temps, c'est-à-dire de rendre ça plus long, plus important, parce que le temps de l'écriture n'est pas le même temps, n'est pas le même temps que celui de la réalité. Par exemple, dans la réalité, il peut se passer quelque chose qui dure 2 secondes et on peut en faire 10 pages. Je veux dire que parce que d'un seul coup, on a l'impression d'avoir plongé au cœur du réel et d'avoir compris ou de vouloir faire comprendre aux autres et à soi-même d'ailleurs, parce que c'est en écrivant qu'on comprend soi-même, eh bien quelque chose qu'on a rencontré et dont on a eu l'intuition et qu'on voudrait expliciter en fait. Donc on étire ces choses-là. Et en fait, il y a un rapport avec ce dont on parlait juste avant sur la rencontre avec l'animal sauvage, parce que beaucoup d'animaux sauvages euh, quand ils nous rencontrent, se mettent à fuir. C'est-à-dire, ils ne nous aiment pas forcément beaucoup, hein, je veux dire. Donc, ils prennent leur envol ou ils se mettent à courir. Et donc, pour décrire ces animaux, il faut capter, il faut faire des arrêts sur image quasiment. Il faut capter plein de choses que l'on connaît plus ou moins déjà de l'animal, mais le voir en situation dans un cas particulier qui est celui de cette rencontre. Il ne s'agit pas seulement de décrire l'animal, il s'agit surtout de décrire la rencontre. Et après cela, de cette rencontre extrêmement fugitive, qui est celle du nombre, en quelque sorte, à partir de cela, on va faire un texte. Et donc, je voudrais justement lire un petit texte dont on avait d'ailleurs curieusement parlé ensemble quand on avait préparé cela l'autre jour, sur la rencontre d'un chat sauvage en Écosse. Donc c'est une rencontre qui a duré bon, le texte n'est pas long, hein, évidemment, mais quand même, par rapport à la rencontre, il est un peu plus long, puisque la rencontre a duré 2 secondes. Donc c'est un chat sauvage, un vrai chat sauvage, enfin, qui n'est pas de la même espèce que le chat domestique, hein, et qui était assez rare et dont la rencontre est très hypothétique. Si on a la chance d'en rencontrer un dans une vie, on a déjà beaucoup de chance. Et donc c'est le seul que j'ai rencontré, et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres, malheureusement. Donc, ou alors il faudrait vraiment les chercher, quoi. Donc ça a été écrit en Écosse. Est-ce bien, sur la route, au loin, le demi-tour d'un animal mince? Cela semblait à peine le jeu du nombre, un simulacre disparu au creux du fossé. Nous freinons pour voir. Soudain, sur un poteau de bordure, apparaît, telle une lame surgie à la pointe d'un ressort, un chat sauvage. Il nous jette un regard lumineux, vert comme la périphérie d'une flamme de soudure. Il tourne vers nous une trace de curiosité, un axe de silence. Son pelage est tigré comme l'hésitation des reflets par les nuits de lune. Sa queue annelée se termine en pinceau noir. Sa légèreté acérée s'accorde à la barrière de bois et figure la halte d'un grand oiseau avant qu'il ne saute sous les mélèzes. Voilà, donc, vous voyez, c'est très rapide, mais clac, il y a juste ça, quoi. Et en fait, bon, on pourrait dire que c'est rien. Oui, c'est presque quasiment rien, mais en même temps, c'est miraculeux, quoi. Et
ne pas écrire un texte là-dessus, ben, c'est laisser passer quelque chose qui n'aura plus jamais lieu, en fait. Parce que l'écriture consiste aussi à fixer le présent. Donc, à mieux le comprendre et à le fixer. Donc, c'est pour ça, bon, je pense que l'amour du langage et l'amour de la vie sont totalement liés. Hein. Tout le monde aime le langage. Tout le monde aime les jeux de mots, même sans s'écrire. Donc, l'amour du langage fait partie de la vie. Donc, l'écriture n'est qu'une extension de cela. Cette attention aux détails, on voit qu'il y a une acuité stylistique rien que dans ce court passage que vous nous avez lu et offert. Est-ce que cette capacité du regard qui est transposé dans l'écriture, c'est aussi un moyen de circonscrire, mais sans l'enfermer et sans la dominer, l'altérité? Et quel est votre rapport à la dimension autre de ce que vous voyez et ce que vous souhaitez garder et poser sur la page d'écriture et rendre en noir et blanc ce qui est plein de couleurs et de vie? Ouais, en fait, je disais que je partais du réel, mais le réel n'est qu'un point de départ. Et à partir de là, tout est possible. Je veux dire qu'on peut aller aussi loin qu'on veut. On peut faire, comme il s'agit d'images poétiques, on peut écrire les choses les plus étranges, les plus hallucinées, les plus improbables, à partir du moment où elles sont justifiées par une émotion. Il faut qu'il y ait une justification, il ne faut pas que ce soit arbitraire ou une forme de délire, parce que du coup, ça n'intéresserait pas les gens. C'est l'émotion qui fait le lien entre l'auteur et le lecteur. Donc, mais l'émotion est totalement libre. Je veux dire qu'on peut aller vers des choses très, très, très étranges. Et dans certains cas, bon, le texte que je viens de lire sur Chat sauvage est un texte assez précis, assez réaliste, très réaliste même. Mais certains des textes que j'ai écrits vont dans des dimensions qui n'ont rien à voir. Enfin, ça part du réel, mais on va très très loin quelquefois. Et je veux dire, tout est possible, quoi. Il y a une forme de transe. L'écriture, en tout cas telle que je la pratique, mais je ne fais pas entièrement exprès, je pense que c'est plus fort que moi, c'est une forme de transe. C'est-à-dire que les choses viennent toutes seules, comme ça, en écriture automatique, mais ça ne veut pas dire qu'on parte de rien. Il faut quand même qu'il y ait un savoir antérieur. Si on ne connaît rien à rien, si on n'est pas capable de décrypter le réel, on n'aura rien à dire. Mais si on a ce savoir, donc il faut se documenter, il faut être tout le temps curieux du monde, mais si on a ce savoir, par l'expérience et par la transe, les choses sortent, mais d'une manière quelquefois extrêmement étrange. Donc, peut-être que du coup, je pourrais lire un texte que j'ai écrit. Alors, cette fois-ci, ça va nous transporter un peu ailleurs, que j'ai écrit en Californie. Donc, c'est un texte que j'ai écrit sur une autoroute depuis une sorte de navette qui devait aller de l'aéroport jusqu'au sud de Los Angeles. Donc, c'est la description d'un parcours sur une autoroute californienne, en fait. Des étourneaux atteignent la tête de palmiers du Mexique, où ils vont se percher en diagonale ascendante. Vol de moucherons noirs, ils sont absorbés d'un coup par ce hérissement de méduses. Le vert fumé de la navette transmue le paysage en récitatif de couleur bronze, noircit la piqûre du soleil. Nous entrons sur l'autoroute et d'un coup, tout se courbe sous le vent des pneumatiques. Les arbres défilent dans l'axe, les échangeurs se déroulent en hauteur, l'espace ne supporte pas les perpendiculaires. Les camions et les voitures avancent en prédateurs du temps,
certaines pilotées par des Mexicaines aux crinières de vent. Le soleil allume les carrosseries d'un rêve de marée. Tout semble d'une évidence paisible, au point qu'une inquiétude se loge partout. Cette régularité doit bien engendrer des meurtres, des violences et des crimes contre soi pour la contredire dans sa décoration de paradis. Nous frôlons les enceintes de Disneyland, son univers de stuc et de jovialité répressive. Rien ne s'en laisse deviner, sinon des hauteurs tronquées que frôle un monorail futuriste, filant parmi les feuillages de pin et d'eucalyptus. Et, juste de l'autre côté de la rue, nous nous rangeons devant un motel aux galeries et volets bleus, décor de tous les films de passion et d'horreur de la moderne Californie. Voilà, donc ce sont juste des choses glanées comme ça au fur et à mesure d'un voyage en voiture. Et c'est écrit dans le bus, hein, directement, quoi. C'est jamais écrit après coup. Parce qu'après coup, moi, je ne pourrais pas avoir toute cette foison de détails. L'écriture, moi, je ne pratique pas du tout l'écriture à partir de la mémoire. Pas du tout. Je suis un amnésique permanent. Et donc, je n'écris que sur le présent. Ce qui d'ailleurs a des avantages parce que c'est plus facile au niveau des temps verbaux. Donc, donc voilà. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est vraiment la perception des choses, quoi. La perception de l'immédiat, de la vie finalement. Oui, et puis, comme par définition, le temps est forcément quelque chose qui fuit et qui est un fugitif éternel. Euh, Oui, le fait de, par l'écriture, essayer de toujours capturer l'instant, ça a tout une à fait. écriture un peu photographique aussi, mais en même temps, ouais, c'est un pari contre Ah, soi. complètement, parce que en fait, moi j'étais très marqué par un texte de Stravinsky qui parle de la musique et qui dit que la musique, c'est l'immobilisation du temps. C'est-à-dire que le temps fuit et dans la musique, le temps il est presque immobilisé et surtout il est transformé en plaisir. Alors que le temps nous use, dans la musique, le temps devient du plaisir et le temps, d'un seul coup, on a l'impression de le maîtriser parce qu'on le ralentit à l'extrême et on le transforme en plaisir. Et je pense qu'une certaine forme de littérature qu'on appelle la poésie, c'est un peu ça aussi. D'ailleurs, entre la poésie et la musique, il y a une parenté évidente. Ces textes sont pour moi comme des chansons. Ils ont des aspects de chansons. D'ailleurs, la musique est une de mes influences majeures, hein. C'est peut-être plus encore que la littérature, c'est la musique qui m'a amené à, 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 développer cette écriture en fait très particulière. Et qui est une écriture du présent, puis une écriture aussi où tout se mêle, comme par des contrepoints. C'est pas des thèmes qui se succèdent, tout est en même temps en fait. Et, et en même temps, rien ne se répète. C'est curieux. Enfin, j'essaye en tout cas de faire quand même ça. Parce que j'ai horreur de ça. Je ne veux pas me répéter. Je préférerais m'arrêter que de me répéter en fait. Et ce rapport à la musique et aux autres arts, parce que vous avez aussi écrit beaucoup sur les arts picturaux. Mmh. Est-ce que vous avez l'impression que par l'écriture, vous rejoignez un peu tous vos sens, au sens de tous les 5 sens qui nous permettent une expérience assez riche du monde quand on a la chance de tous les avoir encore à peu près fonctionnels et est-ce que c'est cette importance des sens s'incarne dans votre écriture et comment? Oui, oui, ben, surtout la vue et l'ouïe, effectivement. Il y a beaucoup de notations. Bon, tout est forcément visuel puisque je parle du réel. L'ouïe, beaucoup aussi. Et bon,
le toucher certainement, euh, l'odorat aussi, l'odorat qui est un sens très animal d'ailleurs, hein. Peut-être moins le goût, je ne suis pas vraiment un écrivain du goût en réalité. Par exemple, je n'ai quasiment jamais écrit sur la nourriture. Euh, j'ai un rapport à la nourriture qui est purement fonctionnel en fait. Je ne suis pas du tout un gourmet. Et puis c'est une peine perdue de me faire goûter des plats exceptionnels parce que finalement, enfin, c'est pas mon truc. Et donc, ça se sent dans mon écriture aussi. C'est curieux. Je veux dire, donc, mais il n'empêche que c'est une approche tactile du monde, presque, certains ont dit une approche sensuelle du monde, une sensualité de l'approche du monde par les sens. C'est la sensualité pas forcément liée à l'amour, hein. Donc, et, donc c'est cette espèce de tentative de reconstruire par mimétisme une réalité qui nous touche, qui nous est précieuse. Et justement, le fait que cette réalité, parce que vous posez un regard unique sur celle-ci, est-ce qu'elle revêt quelque chose du sacré aussi? Oui, ah, c'est très curieux parce que je l'ai enchaîné sur un texte qui aborde cet aspect-là justement. Alors, le côté sacré, il n'est pas lié à telle ou telle religion. Dans le texte que je vais lire, bon, on voit apparaître une religion, mais ça peut être plein d'autres religions. Moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est le sentiment du sacré, c'est le domaine du sacré d'une manière générale. Le sacré est à l'origine des religions. Il est antérieur ou postérieur aux religions. Mais la religion est une mise en forme du sacré. Et le sacré vient de deux sources, d'après les historiens des religions qui l'ont étudié. C'est à la fois la terreur et la fascination. C'est quelque chose qui nous frappe de ce sentiment nous fait peur de certaine façon, nous renverse et en même temps nous fascine. Et donc, c'est pour ça que les grandes villes nord-américaines, je les ai décrites sous l'angle du sacré. Les gratte-ciel de verre et d'acier, pour moi, c'est quelque chose, c'est comme un totem, c'est quelque chose de très très fort. Et, et le monde naturel en particulier, même l'animal, pour moi, a une dimension sacrée. L'être humain aussi, bien sûr. Euh, on n'en est plus à opposer l'être humain et l'animal. Je veux dire qu'il est temps de sortir de cette dichotomie qui n'a aucun sens, en fait. Et toute vie a un côté sacré. Et parce que toute vie est volonté de vivre, et volonté de continuer à vivre, et volonté d'explorer le monde, et plaisir d'être en vie, en fait. Donc, je vais peut-être lire un texte, justement, qui, en plus, aura aussi l'avantage de nous ramener en Bretagne. Donc, puisque tous les autres se passaient en dehors, eh bien, que j'ai écrit euh, dans les marais de Séné, près de Vannes, hein. Donc, d'anciens marais salants euh, beaucoup bon, que nous connaissons tous, hein. Donc, il s'agit donc de l'aurore, du moment où les oiseaux reviennent investir le marais au lever du jour, en quelque sorte. Le ciel d'aurore, à peine marqué de couleurs, piqué d'une ou deux planètes, est pur comme un fruit non saisi. Sur la berge, je suis survolé par le fer de lance des cormorans et leur vannage de vent. Le soleil va bientôt paraître. C'est l'heure phosphorescente où tous les oiseaux sont noirs. Le moment où les aigrettes, par vol finement découpé dans le parfait silence, reviennent des îles du Golfe. Le soir, elles allaient en investir les arbres, blancheur éblouissante et sagesse à l'égard de l'homme. Le matin, elles sont de retour, gardant sur leurs ailes un peu d'ombre et de mystère. Les pattes en arrière et le cou replié en proue, elles ne s'étendent qu'au moment de se poser sur le marais.
les ailes arquées, les pattes tombantes. Elles quittent alors leur vol un peu emprunté et se laissent glisser en figure christique. Elles viennent par dizaines, l'une après l'autre, s'immobilisent un temps contre le ciel et descendent souverainement. L'ascension consiste à refaire contact avec la terre. Voilà, donc c'est un texte très impalpable, tout ça. Donc, ça, ce sont des textes écrits très vite, hein, ce sont des impressions. C'est comme un dessin, c'est comme un croquis sur un carnet, en fait. Après, je retravaille. Mais ce texte-là, je ne pense pas l'avoir beaucoup retravaillé. Il est venu comme ça. Alexis Glohagen, merci pour vos lectures. Est-ce que vous auriez quelques mots à ajouter pour clôturer cet entretien passionnant? Ben, simplement dire à quel point je suis heureux de faire cela avec la mission bretonne et dans le cadre du salon de cette année qui aura pris une tournure un peu particulière. Mais bon, j'ai beaucoup d'amis parmi vous et donc je suis vraiment très très heureux de cette occasion que vous m'avez donnée d'une rencontre, même si cette année elle a pris une forme particulière et un peu inhabituelle, disons, mais c'est en attendant de se revoir en personne. Et donc, je vous dis merci et à bientôt. Merci Alexis Glohagen et au plaisir de vous retrouver.